Bien, ce qui va nous diriger pour cette matinée, c'est une réflexion. Je croyais que nous l'avions fait l'année dernière, je dois dire, mais je télescope un petit peu les années. Avec l'âge, l'esprit n'est plus aussi agile qu'il a pu l'être. C'est une activité donc sur la définition de la consigne au regard de la production des élèves. Lors de notre précédente séance, nous avons vu que l'enseignant propose une consigne et une amorce. Il y avait plutôt une absence de consigne, il y avait juste une indication, expression écrite. Dans les faits, il aurait dû préciser qu'il souhaitait l'écriture d'un récit. Et puis, il y a une amorce qui était « tu étais dans le télésiège, tu regardes le paysage, quand soudain ». Et à partir de cela, on s'attend à une partie descriptive éventuellement, ou plutôt, enfin, il y a une partie descriptive, on s'attend plutôt à ce que se fabrique, après la situation initiale de départ, l'événement. Et souvent, pas toujours, mais souvent, quand les élèves ne produisent pas ce que l'on souhaite qu'ils produisent, c'est lié au manque d'aide à l'écriture, manque d'aide à la compréhension, manque d'aide à la lecture, manque d'aide pour réaliser la tâche, ça c'est une affaire, mais c'est aussi lié à des dispositifs pédagogiques qui sont, on va dire, moins bien pensés qu'ils ne pourraient l'être, et puis à des consignes ou des amorces qui sont mal construites. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous sommes aussi dans une optique d'oral. L'oral du concours, on vous donne un document pédagogique. Ce document pédagogique, on va dire que dans 50% des cas, c'est un texte ou une page de manuel. Et puis, dans une autre partie des cas, c'est un document qui relèvera plutôt d'une production. Alors, production d'un enseignant, une fiche de préparation. À votre avis, vu comme c'est écrit là, est-ce que le cours va obtenir les résultats souhaités? Alors justement, on regarde ce que nous allons regarder ici, c'est-à-dire la mise en œuvre pédagogique pensée par l'enseignant. Ou alors, on a le produit fini, c'est aussi ce que nous avons ici. Nous avons les textes d'élèves, et puis on se dit, bon, réussi par réussi, pour obtenir ça, comment s'y est pris l'enseignant? Et puis, s'il ne voulait pas cela, qu'aurait-il dû faire? Alors, je vous distribue tout d'abord le document, je vais vous en donner quelques-uns, vous allez faire passer. Nous allons les observer, nous allons fabriquer une fiche de préparation, c'est-à-dire que nous allons anticiper, enfin nous allons recréer ce qu'avait anticipé l'enseignant, et puis nous allons essayer d'améliorer la chose. Dans ces types de sujets, il faut vraiment que vous soyez très attentifs à tout ce qui est périphérique, c'est-à-dire à toutes les indications que l'on vous donne sur le contexte, puisque nous devons essayer de regarder comment un élève produit dans un contexte et comment un contexte donné aboutit à un résultat qui est ou qui n'est pas défaillant. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? J'attends que ça arrive jusqu'au bout. Qu'est-ce que nous avons ici comme indication? Nous en avons trois essentiels. Nous avons texte descriptif. Donc ça, nous avions tout à l'heure, la semaine dernière, pardon, nous avions expression écrite. Donc là, nous avons texte descriptif. Nous sommes dans une séance d'écriture. Cette séance d'écriture, elle vise un objet un peu plus précis que écriture, c'est description. Alors, j'ai défloré un petit peu la semaine dernière ce qu'était une description, on va y revenir. À partir de l'observation de diapositives concernant la préhistoire. Et diapositive avec un S. Donc, on commence à voir un petit peu ce dont il s'agissait. L'enseignant a montré des diapositives. Alors, diapositive, c'est un objet un peu ancien de la technologie. Bon, il a projeté des photographies au tableau.
il a projeté des images représentant la préhistoire. Nous avons une seconde, et puis il leur a demandé à ses élèves de faire une description. Nous avons une autre indication, c'est qu'une séquence a déjà été réalisée en histoire sur la préhistoire. Donc on commence à avoir pas mal d'informations ici. Nous avons une séquence en histoire, séance 1, séance 2, séance 3, séance 5, je ne sais pas combien. Et puis, à partir de là, commence une autre séquence qui, on pourrait dire, chevauche. Écriture de la description. Et puis ici, eh bien ici, nous avons une sorte de transition. On va écrire un texte descriptif à partir de la séquence qui vient de se terminer. En général, les séquences d'écriture, elles se télescopent avec d'autres séquences, selon des modalités qui ressemblent beaucoup à des à des mots croisés. Pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes, par exemple, dans une séance sur l'art. À un moment donné, vous allez peut-être justement fabriquer une petite observation, une petite description. Il faudra donc que vous ayez, dans une séquence d'écriture parallèle, constitué ce dont vous avez besoin entre les deux. À un moment où décrira un tableau, eh bien, cette description du tableau, cette séance de description du tableau, elle servira à la fois dans la séquence d'art, elle servira à la fois dans la séquence d'écriture sur ceci ou cela. Si vous êtes en sciences, par exemple, en sciences, vous allez faire un compte-rendu d'expérience. Je ferai tout un ensemble de cours. Je ferai 2 cours sur l'écriture en sciences. Compte-rendu d'expérience. Un compte-rendu d'expérience, c'est plutôt un récit. Pourquoi? Parce qu'on a un personnage qui fait des actions successives. On a mis le produit dans le tube à essai, on a pris une pince, on a fait chauffer le tube à essai, dangereux ça, et on a regardé, etc. Donc c'est un texte chronologique avec un personnage qui fait des actions. Donc c'est plutôt un récit. Donc le moment où vous aurez besoin d'écrire le récit, d'écrire le compte-rendu, il faudra que vous ayez reconstitué dans l'esprit de l'élève ce qui relève de la nature du récit. Donc l'écriture, c'est certes un objectif pour nous, l'écriture des types de textes, mais c'est surtout des outils. Et si ce sont des objectifs en termes de français, ce sont des outils en termes de polyvalence. Les autres matières ont besoin d'avoir constitué les écrits demandés en français pour pouvoir se réaliser. Donc quand on a une séquence d'art, de sciences, de SVT, de SPT, de musique, de n'importe quelle séquence. Cette séquence, à un moment donné, a de la lecture, on a besoin d'avoir constitué des éléments de lecture. Cette séquence a des éléments d'écriture, on a besoin d'avoir constitué des éléments d'écriture. Alors, soit ça peut se succéder, comme ici, visiblement, ça va le faire. On finit l'histoire, on commence la description et ce qui termine la séquence sur la préhistoire, c'est finalement ce qui commence la séquence sur l'écriture. Soit, eh bien, il faut passer à un enchevêtrement. Vous faites l'écriture de 9h à 10h, une fois, 9h à 10h, et puis vous faites de 11h à 11h30 là, 11h à 11h30, 11h30. Puis à un moment, eh bien, les deux séquences se trouvent réunies dans une séance commune. Ce que vous faisiez en art a besoin d'écriture, ou l'écriture s'appuie sur ce que vous avez vu en art, ou en sciences, ou en musique, ou etc. Une matinée, c'est 3 heures. Une après-midi, c'est 3 heures. Dans ces 6 heures, il faut construire au moins 5 séquences. Il faut qu'il y ait 5 séances appartenant à 5 séquences différentes
des thématiques différentes qui vont se chevaucher. Ici, nous avons donc une situation dans laquelle notre enseignant commence l'écriture sur un sujet de préhistoire après une séquence sur la préhistoire. Alors déjà, je me doute de quelque chose. Je me doute de quelque chose, c'est qu'il y aura une écriture qui, d'un point de vue lexical, aura des caractéristiques, au moins lexiques. Pourquoi au moins lexical? Parce que si vous avez fait 1, 2, 3 séances, 4 séances sur un sujet, vous avez nécessairement acquis du vocabulaire. Donc je m'attends dans cette, dans cette séance, je m'attends à ce qu'il y ait des vestiges de la préhistoire dans notre séquence. Les élèves, ils maîtriseront vraisemblablement caverne. Caverne, c'est un peu caricatural, tous les hommes de la préhistoire ne vivent pas dans une caverne, mais peut-être préhistoire lui-même, pré avec un H, histoire, pré-H, histoire. Qu'ils maîtrisent chasse, C-H-A-2-S. Bon, cueillette, sont chasseurs, cueilleurs, ces hommes de la préhistoire. Chasseurs, cueilleurs. Une petite remarque comme ça, pour faire honte à M. Sfadja. Quand est-ce que les hommes se sédentarisent? Quand est-ce que alors, pour me faire honte à moi, quand est-ce que les hommes apprennent à écrire? Quand est-ce qu'on invente l'écriture? Comment? En zéro. Non, le Christ n'a pas inventé l'écriture en décembre. Oui, bien, voilà. Moins 3700 à peu près. Moins 3700 en Mésopotamie. Mésopotamie, c'est l'actuel Irak. Donc en Mésopotamie, 3007 avant Jésus-Christ, on commence à maîtriser l'écriture. Et l'autre grande date, ça commence l'Antiquité. Voilà, l'Antiquité commence avec l'écriture, 3007 avant Jésus-Christ. Elle finira en 476 après Jésus-Christ, la chute de Rome, l'Empire romain d'Occident s'effondre quand le roi barbare qui s'appelle Odoacre, s'empare de Rome et crée un royaume en Italie. Avant, on a donc la préhistoire. Et une des grandes dates de la préhistoire, c'est l'invention de l'agriculture. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a permis la sédentarisation des hommes. Avant, ils sont chasseurs-cueilleurs, ils se déplacent avec les saisons. Ils se déplacent avec les filiers, ils se déplacent avec la recherche de nourriture de région en région. Quand on comprend qu'on peut faire pousser des objets de la terre toujours au même endroit, quand on invente donc le principe de l'agriculture, les hommes peuvent rester à un même endroit. C'est la naissance des villes. Et cette naissance des villages, puis ensuite des villes, c'est aussi au Moyen-Orient que cela se passe. L'écriture, moins 3007, mais avant, il y avait l'invention de l'agriculture, c'était moins 1000. Donc notre homme, dans la préhistoire, il était chasseur-cueilleur. Puis après, il était sédentarisé. Donc je m'attends à ce que, si vous avez constitué des informations dans une séquence, que finalement, cette séance initiale, tant du point de vue du lexique que du sens à donner aux diapositives que je vais produire, elles aient une certaine tenue. Et c'est une séance initiale, mais sur des éléments antérieurement constitués. Donc on s'attend à ce que cette séance initiale, elle manifeste des qualités. Quand je vous dis dans mes autres cours que la première activité que l'on fait avec des élèves, c'est de les remettre au niveau au point de vue des acquis, c'est de s'interroger sur leurs acquis, qu'est-ce qu'ils savent, sur ce que nous allons faire, sur quoi allons nous construire, sur quoi allons nous bâtir notre séquence ou notre séance, qu'est-ce qu'ils savent? Eh bien, ici, nous avons une idée qu'ils savent déjà un certain nombre d'éléments sur le sens. Donc, si c'est une séance qui fait transition, en quelque sorte, entre histoire et écriture de la description, ce qui pêchera sans doute, c'est l'écriture de la description, mais ce qui sera bon, c'est la dimension histoire.
Et ça me dit aussi que d'une certaine façon, ma séance terminale et première, terminale de la préhistoire, première de l'écriture, c'est aussi d'une certaine façon celle qui me permettrait de faire un bilan de ce qu'ils ont compris. S'il me dit qu'ils sont des chasseurs-promeneurs, c'est presque ça, des chasseurs-promeneurs. Mais bon, celui-là, cet élève-là, il aura un souci quand même dans le sens. S'ils me disent que dans la préhistoire, les hommes, ils écrivent sur des papyrus, bon, bah, faute de connaissances, ça ne peut pas, puisque l'écriture est après la préhistoire. Donc oui, cette séance, rien qu'avec ces deux indications, description sur la préhistoire, après une séquence sur la préhistoire, fait que j'ai déjà des indications sur le dispositif pédagogique que l'enseignant peut avoir imaginé. Il fait une sorte de séance bilan de sa séquence de préhistoire et d'ouverture vers l'écriture. Il nous donne ensuite deux éléments qui sont très différents dans leur philosophie, qui sont la consigne et qui sont l'amorce. L'amorce, c'est le début du texte, c'est pour aider. Il y a très très longtemps, dans une forêt lointaine, au centre de ce tableau, on voit, lorsque l'on met de l'eau dans, amorce d'une description d'un récit en science, lorsque l'on met de l'eau dans, alors vous mettez un verre, hein, et que l'élève complétera. Donc la consigne, écrivez, bon, séquence d'écriture, un texte, alors c'est dommage qu'on ne sache pas quel type de texte, qui raconte comment étaient les hommes préhistoriques et comment ils vivaient. Écrivez un texte qui raconte comment étaient les hommes préhistoriques, comment ils vivaient, et une amorce, il y a, début du texte, il y a très, très longtemps, trois petits points. Et à partir de là, nous avons donc quatre propositions. Donc plaçons-nous dans la posture de l'enseignant la veille. La veille. Notre enseignant, il s'est dit qu'il allait faire une séquence d'écriture de la description. Et qu'il avait une séance 1. Cette séance 1, elle a deux objectifs. Alors, en théorie, une séance a un objectif. Hein. C'est monotâche. C'est une séance, un objectif. Mais là, il y en a deux. Il y en a deux à cause du dispositif, justement. Il y en a deux parce qu'il y a un objectif bilan, en quelque sorte, de la préhistoire et un objectif début d'écriture. Donc, cet objectif, c'est bilan, séquence et histoire. Un peu stylo. Bien. Et puis, un objectif que je dirais 2, c'est une tentative de description. Un premier jet de description. Si je m'interroge maintenant sur son anticipation un peu plus fine, il nous prévient, il se dit, j'ai besoin de matériel. Sur quoi vais-je écrire? Eh bien, j'ai des diapositives. Et de fait, quand on lira les textes des élèves, on saura combien il y en a. Il y en a à peu près 3. Pourquoi? Parce qu'il y a véritablement 3 objets qui semblent être décrits dans ces diapositives, dans ces textes d'élèves. Donc, il y avait vraisemblablement une diapositive, 1, une 2 et une 3. Donc, il projette des images. Il projette des images, vidéoprojecteur et diapositive. Et il prévoit une consigne. Et vous l'avez, la consigne, elle est ici. Et il prévoit une amorce du texte. Tac, tac. Vous l'avez ici, il y a très 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 longtemps. Et puis ensuite, il prévoit 20 minutes
30 minutes, production écrite individuelle. Et 20 minutes, une demi-heure, bon, vu la taille des textes, ils font une petite dizaine de lignes, une demi-heure d'écriture. Bon, j'ai fait le boulot. Hein. J'ai cherché des documents, j'ai articulé ma séquence, j'ai donné une consigne, j'ai donné une amorce, et en plus, j'ai lancé les élèves dans l'écriture. Donc, sur le papier, j'ai fait le travail qui m'était demandé. Ce que moi, je peux constater en tant que prof de français, déjà rien que sur cet ensemble-là, c'est que l'élève, il a un certain nombre d'aides. Il a une aide sur le sens, sur l'information, si vous préférez. Derrière lui, il a une séquence sur la préhistoire. Donc, il a une aide vivace dans sa mémoire sur ce qu'est la préhistoire. Il a une deuxième aide pour parler de la préhistoire, il a des diapositives. Donc, ça va réinvestir le sens. Il a un objet à décrire. Ce qui, en termes de langage, me fait dire que c'est du langage quoi? Vous rappelez qu'il y a deux types de langage. Il y a un langage qu'on appelle un langage d'évocation. Il consiste à dire avant, après, hier j'ai fait, demain je ferai, qui consiste à faire des suppositions. Si on met de l'eau dans le frigidaire, alors l'eau gèlera, se durcira, se figera. Donc le langage d'évocation, c'est parler en s'appuyant sur ses connaissances, c'est faire des hypothèses, et c'est des hypothèses et des causalités, et c'est temporaliser. Je vous l'ai déjà dit souvent, ça, trois choses dans le langage d'évocation. Se situer dans le temps, la temporalisation, la causalité, l'hypothèse, et puis parler sans support, à partir de ses connaissances. Ce langage d'évocation, c'est celui que nous construisons à l'école maternelle. Il faut que quand ils arrivent en sixième, les élèves soient capables d'utiliser au maximum ce langage d'évocation. Et pour cela, nous mettons en place tout un ensemble de rituels. De rituels comme par exemple de regarder la date, localiser nos activités dans la matinée. On a un petit plan écriture, rituel, ensuite on a atelier, ensuite on a lecture, et puis on fait descendre une petite flèche, on fait descendre une passe à linge qu'on accroche pour montrer à l'élève que le temps se déroule. C'est une maturation de l'esprit qui permet le langage d'évocation. C'est quand l'élève a autour de 4 ans, 5 ans, donc moyenne section maternelle, grande section, que véritablement le langage d'évocation se construit. Donc il y a le langage d'évocation, je referai des cours en spécificité maternelle là-dessus. Et puis un autre type de langage qu'on appelle le langage en situation. Le langage en situation, c'est ce qu'est capable de faire l'élève quand il arrive à l'école à 3 ans. Il n'a pas de vocabulaire, mais en tout cas, il a une capacité qui est de dire ce qu'il voit. Donc, dans le langage en situation, c'est le langage de l'immédiateté. Ici, il y a, je vois une feuille, une fleur rouge, une phrase sommaire, mais qui renvoie à ce qu'il voit. Donc ici, est-ce que c'est du langage d'évocation ou est-ce que c'est du langage en situation? Si je vous dis par exemple à vous, inventez-moi le début d'un récit policier. Vous allez me dire, vous avez prêt modèle, vous allez me dire, bon, très bien. Vous allez puiser dans votre esprit pour trouver tout le contenu. C'est de l'évocation. Vous évoquez, vous invoquez, si vous préférez, dans votre esprit, les représentations dont vous avez besoin. Si je vous dis, à partir du texte que vous avez là sous les yeux, fabriquez-moi ceci ou cela, c'est du langage en situation. C'est-à-dire que vous avez un modèle, vous avez un objet dont vous allez parler.
Donc ici, le dispositif, décrivez-moi l'objet que vous avez au tableau. C'est du langage plutôt en situation. C'est-à-dire qu'on parle, dites-moi ce que vous voyez. Et qui fait appel à des informations antérieures, donc il y a une part tout de même d'évocation, mais c'est massivement plutôt, dites-moi ce que vous voyez. Ce que je peux constater aussi en tant que prof de français proprement dit, c'est que, bon, il y a une consigne, il y a une amorce. L'amorce, c'est l'aide au début du texte. Il y a une aide sur le sens, la séquence sur la préhistoire. Il y a une aide sur le contenu, c'est l'objet à décrire. Il y a une aide sur le début du texte, c'est l'amorce. Mais ce qui manque radicalement, c'est une aide sur la nature du texte. Une aide sur la nature du texte. Quelle est la nature du texte que l'on doit produire? Qu'est-ce que l'on dit aux élèves? En général, on dit appuie-toi sur les affichages, appuie-toi sur ce que nous avons vu qui est écrit dans ton cahier du jour, appuie-toi sur le modèle que tu as ici. On leur donne des indications sur la forme qui est attendue et puis ce sur quoi ils peuvent s'appuyer pour écrire. C'est pour ça que le début d'une séance, théoriquement, c'est le retour sur les acquis, c'est le retour sur tout ce dont on a besoin pour produire. Il peut être affiché, il peut être dans le cahier, il peut être réactivé au tableau, il peut être de tout ça. Et ici, il n'y en a pas. Il manque ici une aide à l'écriture de la description. L'aide à la description, il n'y en a pas. Alors, ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Ça peut s'expliquer par le fait, par exemple, qu'on serait dans une séance terminale. Quand on vient de faire 5 séances sur un sujet, la dernière consigne qu'on me dit, c'est applique. C'est à partir du document 6 juin, écrivons une description. Et on ne précise plus. Parce qu'on vient de faire 6 séances qui doivent apprendre aux élèves ce que c'est. Donc, ils doivent l'avoir dans l'esprit. Donc, les séances terminales, elles ont des consignes qui parfois sont beaucoup plus sommaires. Ou alors, c'est parce qu'on est justement dans une séance initiale. Séance initiale, oui, entrez, asseyez-vous et prenez vos affaires. Séance initiale, la séance initiale, puisqu'on ne sait rien, eh bien, on se lance dans un premier jet un peu tâtonnant. Alors, la question, c'est puisqu'on ne sait rien, on tâtonne, est-ce que c'est pédagogique? Ça, on peut se demander dans quelle mesure c'est intéressant de tâtonner pour commencer. Ou alors, c'est une faute de goût, une faute de construction. Plus la consigne est précise, plus les élèves savent ce qu'ils doivent faire. Donc, il faut plutôt se dire que là, il y a un petit problème, c'est qu'on leur demande d'écrire sans se lancer. En tout cas, vous voyez, l'enseignant, il a bonne conscience, je dirais. Il a fait ce qu'on vous demande à vous, articuler ces séquences, proposer une nouvelle séquence avec une séance, un objectif, un matériel pensé, des consignes, des amorces et une activité d'élève écrite. Donc, tout a l'air de rouler. Alors maintenant, on va regarder à quoi ressemble la production des élèves. Est-ce que ça roule autant que cela? Donc, on a un début qui est il y a très longtemps. Vous êtes arrivé en retard, je lui donne le document. Nous avons 4 productions d'élèves. La première élève nous fait il y a très longtemps, il y a la préhistoire. Et là, je peux déjà constater que préhistoire est bien écrit. Donc, pourquoi est-ce que c'est bien écrit? On avait dans la consigne préhistorique, donc ça peut être la reproduction, mais ça peut être aussi l'acquis. Je disais tout à l'heure qu'il y a un acquis en termes de lexique. Préhistoire est bien écrit, alors que c'est un mot qui n'est pas d'un usage très courant. Alors, petite indication intermédiaire, enfin rajoutée, c'est SES. C'est un C apostrophe EST, c'est
des singes qui tuaient, un imparfait, hein, bon là il a écrit un infinitif, c'est imparfait, qui tuaient des animaux, et il fait des pièges. Les hommes singes tuaient, TUER, des animaux, et il met le feu. Il s'habille avant la peau des animaux, sans doute avec la peau des animaux, et il s'habillait dans une hutte. Dans leur hutte, il y a la fumée de la cheminée. Ils avancent dans l'eau, et avant un mammouth, il y avait un mammouth. Ensuite, il a tué des mammouths. Rappelons-nous que je ne juge pas de la cohésion. La cohésion, c'est le respect grammatical. Donc, mes élèves, cet élève-là, qu'est-ce que je pourrais dire sur la cohésion? Il confond C et C. Ouais, bon, c'est pas le premier, c'est pas le dernier à faire ça. Il faudra un jour revenir sur ces notions-là. Cet élève, il confond les infinitifs avec les imparfaits. Oui, ben alors là, c'est pas du tout le dernier non plus à faire ça. Il tuait, il tuait. Bon. Il confond à un moment donné le est et le est. J'en ai vu d'autres qui ont fait ça. Alors, je ne dis pas que c'est pas grave. Je dis simplement que quand on fait un premier jet d'écriture, ce premier jet d'écriture, il est écrit en se concentrant sur la forme d'écriture, c'est-à-dire qu'on attend une description, et en se concentrant sur le contenu. En l'occurrence, il y a des problèmes qui seraient peut-être résolus par une seconde lecture, il y a des problèmes de cohésion, on verra ça dans une séance postérieure. L'élève reprendra son texte et le corrigera. Bon, alors ça, c'est le premier. Deuxième, il y a très très longtemps, c'était la préhistoire. Bon, c'est presque la même phrase que il y a la préhistoire dans le 1, c'était la préhistoire. Ils sont tués. Alors, cet élève-là, il confond ils ont avec ils sont. Ouais, oui, ça fait encore partie de tous ces homophones qui sont compliqués. Bon, on ne va pas non plus. Ils ont tué, un infinitif à la place d'un participe passé, c'est la vie. Des animaux pour les manger. On a vu un mammouth, il avait des pattes coupées en 2 morceaux et une lance dans sa tête. Alors aussi, ce que je peux constater que j'ai oublié tout à l'heure, c'est acquis de l'avant, mammouth. Mammouth, c'est extrêmement inhabituel. Je suis sûr que si je vous avais demandé de m'écrire mammouth, peut-être que vous auriez oublié le H final ou que vous auriez oublié un des M de mammouth. Eux, ils ne l'oublient pas. Ils écrivent parfaitement mammouth. Donc c'est là que l'on voit quand même que la séquence sur la préhistoire, elle a porté ses fruits. Ils ont acquis le vocabulaire. Une lance, c'est un objet un peu inhabituel dans son écriture. Ça s'écrit avec un C, donc on a cela. Il y avait UT aussi, UT, H-U-2-T, très inhabituel, 2 problèmes à UT, le H et le 2T. L'élève sait l'écrire. Donc il y a vraiment un acquis en termes lexical de la séquence sur le lexique, un acquis en termes de lexique de la séquence sur la préhistoire. Donc il avait les pattes coupées en 2 morceaux et une lance dans sa tête, et il savait, voilà, c'est la même confusion en apparence, c'est celle des liaisons. Ils avaient, qui est différent de ils savaient. Bon, les liaisons posent problème dans l'écriture, c'est la vie. Ils avaient allumé un feu, on a vu une hutte avec des enfants singes, on a vu un ours, les hommes étaient. Alors, moi je pense que c'est entrer, attaquer l'ours. Ils étaient entrés pour attaquer. Entrer, attaquer l'ours. Bon. Entre ces 2 diapositives, on peut commencer à se demander ce qu'il y avait sur les diapositives.
À l'évidence, il y a une chasse au mammouth. À l'évidence, il y a aussi la vision d'une chasse à l'ours dans une grotte. Et puis, à l'évidence, il y en a une troisième qui est le village. Les huttes, la cheminée, habillée en peau d'ours. Une autre, la chasse à l'ours dans la grotte. Et puis une troisième, le mammouth. Le mammouth qui a la lance dans sa tête. Troisième élève, il y a très très longtemps. Dans la préhistoire, il y avait des hommes singes qui tuaient des mammouths. Pour tuer des mammouths, ils faisaient des pièges. Mammouth est toujours écrit comme il faut, préhistoire est toujours écrit comme il faut. Dans une hutte, toujours écrit comme il faut. J'ai perdu la ligne, ça va revenir. Ils faisaient des pièges. Les hommes préhistoriques, alors là, préhistorique, faute debout. Un cas au bout. Donc là, notre élève, il a bouffé la consigne du vocabulaire. Habite dans une hutte. Dans la hutte, il y avait des trous pour la fumée de la cheminée. Ça les a marqués. Ça les a marqué que la hutte, il y a un trou au-dessus, et puis que la fumée s'échappe. Il y avait un trou pour la fumée de cheminée. Ensuite, il avait tué des mammouths. Et puis enfin, dernier document, il y a très 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 longtemps, des singes qui tuaient des sortes d'animaux. Les singes prenaient, alors, pour un prener, le prener, il n'existe pas, hein, c'est prendre. Hein, mais pour un imparfait, prenaient du feu dans les volcans pour faire du feu pour que les animaux n'approchent pas. Et ils retiraient la peau pour faire des habits. Alors ça s'écrit habille, mais c'est habit. Et pour mettre au-dessus des huttes, et ils font des trous au-dessus des huttes pour que la fumée sorte du trou de la hutte. Et puis, ils faisaient des pièges. Après, dans la grotte, il y avait un ours. Les hommes singes, A-U-M-E-S, les hommes singes, étaient dans la grotte et l'ours sort de la grotte. Bon, alors voilà les productions d'élèves. Alors, à partir de là, j'ai mon dispositif pédagogique. En tant que prof, je me suis dit, j'ai quand même pas mal fait mon boulot, j'ai anticipé, j'ai organisé, j'ai créé mon petit modèle, un matériel, une consigne, une amorce, des objets observés. Il y a sans doute donc 3, voire 4 diapositives. L'histoire du volcan et du feu me dit qu'il y a peut-être une 4e diapositive où on va, tel Rahan, chercher du feu dans le volcan. Le village, la chasse à l'ours, la chasse au mammouth, puis éventuellement une autre avec le volcan, où on va chercher du feu. Et puis, je suis très content de moi, parce qu'au bout du compte, j'obtiens 4 textes. J'obtiens 4 textes avec le vocabulaire technique juste. Un préhistorique faux. Donc, le vocabulaire technique est juste. Donc, ma séquence préhistorique, elle a à peu près fonctionné. Mais maintenant, creusons un petit peu sur l'efficacité des dispositifs mis en œuvre. Alors, tout d'abord, première efficacité de la séquence préhistorique sur la préhistoire. Est-ce que, alors le vocabulaire est bon, mais est-ce qu'on peut dire que nos élèves, ils ont exactement compris ce qu'était la préhistoire à lire cela? Il y a un point qui est un peu curieux quand même. Je vous laisse 5 minutes, ensuite 5 minutes pour relire ces 4 textes. Vous accoutumez à ces textes. Je vais les faire apparaître sur l'écran. Est-ce que le contenu sur la préhistoire vous paraît suffisant pour un élève qui vient de faire 4 ou 5 séances sur la préhistoire
Est-ce que c'est suffisant pour qu'un élève qui a 4 diapositives sous les yeux, est-ce que ça correspond à ce qu'on attendait de lui? Relisez les textes et puis je préciserai ma demande. Sur Moodle, on est sur le dossier qui s'appelle Décrire la préhistoire, hein, sur Moodle. Donc, il y a très très longtemps, il y a la préhistoire, c'est des singes qui tuaient des animaux et il fait des pièges. Alors bon, ils font des pièges, il y a des problèmes de cohésion, ça je ne reviens pas. Les hommes singes tuaient des animaux et il met le feu, il s'habille avant la peau des animaux et ils s'habillaient dans une hutte. Dans leur hutte, il y a la fumée de la cheminée. Ils avancent dans l'eau. Il avance un mammouth. Ensuite, il a tué des mammouths. Il y a très très longtemps, dans la préhistoire, il y avait des hommes singes qui tuaient des mammouths pour tuer des mammouths. Virgule faisait, ça non plus c'est pas possible de mettre une virgule entre le sujet et le verbe, il faisait des pièges. Les hommes préhistoriques, c'est là la seule faute sur le contenu lexical de la préhistoire, habitent dans une hutte. Dans la hutte, il y avait un trou pour la fumée de la cheminée. Ensuite, il avait tué des mammouths. Il y a très 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 longtemps, des singes qui tuaient des sortes d'animaux. Les singes prenaient du feu dans le volcan pour faire du feu, pour que les animaux n'approchent pas, et ils retiraient la peau pour faire des habits et pour mettre au-dessus des huttes. Et ils font des trous au-dessus des huttes pour que la fumée sorte du trou de la hutte, et puis ils faisaient des pièges. Après, dans la grotte, il y avait un ours. Les hommes singes étaient dans la grotte et l'ours sort de la grotte. Et puis le dernier, il y a très très longtemps, c'était la préhistoire, ils ont tué des animaux pour les manger. On a vu un mammouth, il avait des pattes coupées en 2 morceaux et une lance dans sa tête. Et il savait allumer un feu, on a vu une hutte avec des enfants singes, on a vu un ours, les hommes étaient entrés attaquer l'ours. Bon, donc, préhistorique, tout le temps juste sauf une fois. Hutte, tout le temps juste. Lance, tout le temps juste. Le vocabulaire plus commun, il n'y est pas, lui. Hein. Habillé, s'habille, on ne sait pas comment ça s'écrit. Mais sur le contenu scientifique, il y a quand même un truc qui devrait vous sauter aux yeux comme un coup de pied saute aux fesses, c'est
Oui. Ah, ben voilà, les hommes singes. Ouais. La préhistoire, c'est pas des singes, c'est des Homo sapiens sapiens, juste ils n'ont pas découvert l'écriture, comme je vous disais tout à l'heure. Mais c'est pas des singes, c'est des humains comme vous et moi. C'est des Homo sapiens qui vivent en village, qui vivent en groupe, et puis qui chassent des animaux. Mais le fait que les diapositives les montrent avec des peaux de bêtes, l'un des élèves le dit, ils retiraient la peau pour des habits. Fait que les élèves interprètent ça comme des singes qui vivent dans un village et puis qui chassent des animaux. Mais non seulement au point de vue de la pensée rationnelle, c'est impossible. On n'a jamais vu des singes se constituer en village, sauf à la rigueur dans le livre de la jungle de Kipling, mais le roi Louis qui dirige tous les singes au milieu de la jungle et puis qui parle à Mowgli, c'est tout de même une histoire un peu fantaisiste, on va dire. Hein. Vous pouvez aller dans un zoo et vous adresser aux singes pendant une éternité. Je doute qu'ils vous répondent particulièrement et ils ne vont pas commencer à construire des maisons. Donc évidemment, les singes ne sont pas capables de construire des villages et de chasser en bande, de faire du feu, de faire des trous dans la hutte en peau. Bon, voilà. Ça ne peut pas être des singes. Et ça veut dire que les élèves, quand on leur a parlé des hommes des cavernes, quand on leur a parlé de la préhistoire, ils n'ont pas du tout compris que c'était des hommes. Ils ont compris que c'était une époque très lointaine dans laquelle les singes étaient beaucoup plus intelligents et puis qu'ils vivaient en société. Ben, si c'est ça le résultat de la séquence d'histoire, elle a complètement loupé son objectif. De la séquence d'histoire, il tire le vocabulaire, donc ça, très bien, mais alors, bilan de la séquence d'histoire, catastrophe. Il y a très longtemps, il y a la préhistoire, c'est des singes qui tuaient des animaux. Celui-ci, on a vu une hutte des enfants singes avec des enfants singes. Celui-ci, dans la préhistoire, il y avait des hommes singes. Et puis, celui-ci, je ne sais plus où c'est exactement, c'est des singes qui tuaient des sortes d'animaux. 100% de mauvaise interprétation. C'est-à-dire que quand on a 100% d'échecs, on peut dire qu'on a raté sa cible. 50-50, déjà, on se dit le coup a quand même pas bien fonctionné. Mais alors 100% d'échecs, là, on est à côté. Donc, oui, comment je juge de la réussite de cette séance par l'enseignant? Ben, je juge sur son dispositif. Il s'est dit, je constitue le contenu et ensuite j'écris sur le contenu. Et ben, la constitution du contenu, elle a échoué. Voilà, elle a échoué. Ils ont eu le vocabulaire. C'est très bien. C'est très bien. Monsieur Sarfris. Ben, allez-y, allez-y. Vous voulez que quelqu'un vous accompagne dans Dites-moi, monsieur, peut-être qu'on aura que l'homme descendait du singe. Alors, Hein? peut-être qu'on l'aura dit, mais ce n'est pas dans les programmes scolaires de primaire. Donc, 100% d'échec sur la question du contenu. Donc, très problématique. Donc, qu'aurait dû faire notre enseignant? Ben, à l'évidence, il aurait dû, parmi les aides, hein, j'ai mis aide il n'y a pas d'aide à la description, il aurait quand même dû faire une petite aide à l'écriture avec un texte, peut-être le texte final de la séquence d'histoire. Les hommes préhistoriques étaient des hommes comme nous, point. Ils vivaient dans des villages ou dans des grottes, point. Voilà, quelques informations auxquelles les élèves auraient pu se raccrocher pour ne pas échouer dans le contenu. Bon, première remarque. Dispositif, ça partait bien, mais visiblement, ça n'a pas donné le résultat attendu. Deuxième remarque, celle de l'amorce du texte. Début du texte, il y a très très longtemps. Très 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 longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette amorce de texte quant à son efficacité dans les productions d'élèves? Est-ce qu'elle a été utile? Est-ce qu'elle a été comprise? Est-ce qu'elle a été utilisée?
qu'est-ce qu'on peut dire sur cette amorce? Rappelez-vous que le français, c'est de la description, bien souvent. C'est de la description comme la grammaire. La grammaire, on amène un phénomène, puis on dit qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Là-dessus, visiblement, c'était un imparfait qu'il fallait, ils ont mis un infinitif. C'est de la description. Ici, j'ai une consigne. Il y a 1, 2, 3, longtemps. Très, très longtemps, 3 petits points. Il y a très, très longtemps. Je regarde le premier élève. Il y a très, 3 petits points, très, 3 petits points, longtemps. Il n'a pas réussi à la reproduire. Il n'a pas réussi à la reproduire. Puisqu'elle était entre guillemets, il fallait la prendre entre guillemets. 1 trait, 2 traits, 3 traits, séparés par des virgules. Et là, on n'a que 2 traits, et ils sont séparés par 3 petits points. Le premier élève n'a pas réussi à reproduire l'amorce. Deuxième élève, il y a trait, virgule, longtemps. Lui, il a les virgules, il lui manque un trait. Le deuxième élève n'a pas réussi à reproduire l'amorce. Troisième élève, il y a très longtemps. Lui, il lui manque le trait, un trait, et il lui manque les 2 virgules. Et en plus, il a cru que c'était le titre. Il y a très longtemps. Donc celui-là, il échoue à 2 degrés. Impossibilité à reproduire l'amorce et en plus incompréhension de l'amorce. Et le dernier, il y a très longtemps. Alors lui, il a les 3 traits, mais il n'a pas les virgules qui vont avec. Résultat des courses, j'ai une amorce. 100% des élèves échouent à la reproduire. 100% des élèves échouent à la reproduire. Donc raté. Mon amorce, je me suis dit, j'ai fait le malin, je me suis dit, bon, ben, je vais leur mettre une petite amorce, ça va être facile, ils vont réussir à s'en sortir. Résultat, ils ont 100% d'échecs. Il faut que je change mon amorce. Et puis, enfin, dernier axe d'observation qui sera le mien de ces documents, c'est de m'interroger sur la réussite vis-à-vis de ce que j'attendais en tant que cohérence, c'est-à-dire en tant que modèle de texte. Texte descriptif à partir de l'observation de diapositives. Texte descriptif, la semaine dernière, je vous ai dit ce qu'était un texte descriptif. Un texte descriptif, pour comprendre un texte descriptif, le plus simple, c'est de prendre une image. Prends une image. Celle que j'aime bien prendre comme exemple, c'est la Joconde, mais on pourrait prendre un autoportrait de Van Gogh ou n'importe quelle des illustrations que vous avez ici sur ce tableau. Que fait l'observateur? L'observateur, eh bien, tout d'abord, il va observer, c'est-à-dire qu'il y a la posture de quelqu'un qui regarde. Il y a un observateur, on voit, on aperçoit, on trouve, on quelque chose. Alors, mes textes possèdent-ils cet observateur? L'un d'entre eux possède, pas le premier. Le deuxième, on a vu. Donc, le deuxième a l'observateur. Très bien. Le troisième, le quatrième, 1 sur 4. La réussite est médiocre. Nous avons ensuite un principe qui est plutôt du présent. Pourquoi du présent? Parce que si je vous dis, décrivez-moi cet arbre que vous avez en face de vous, par cette fenêtre, vous allez dire, il a des feuilles jaunes, certaines feuilles tirent sur le rouge, en bas, les racines plongent dans le. Vous allez me faire un texte au présent. En l'occurrence, le seul qui a fait une observation, il a écrit « on a vu ».
donc un passé composé, alors qu'il aurait dû dire on voit. Donc la question du présent, ce texte-là est un imparfait qui tuait. Ce texte-là, il avait des pattes coupées. Il y avait des hommes qui tuaient. Il retirait la peau pour 0 sur 4. Ensuite, nous avons un principe de localisation. La description, elle a un principe de spatialisation. Devant, il y a une femme assise. En bas, elle croise les mains. À l'arrière-plan, un petit village avec une rivière. À droite, à gauche. Donc, des liens de spécialisation. Ils en ont. Ils ont le il y a. Il y a. C'est quand même un peu juste. C'est quand même un peu juste pour ce simple lien. Nous avons ensuite une forme d'inventaire. Nous avons des objets. Et ils ont eux aussi des objets qui se développent. Donc, ils observent des diapositives. Là, je dirais qu'il y a réussite sur l'inventaire des objets. Cependant, ce qui reste quand même le plus flagrant, et je vais repartir du il y a pour l'analyser, ce qui reste très flagrant, c'est que ces textes sont plutôt non pas des descriptions, mais des récits. Ils sont écrits au passé. Ils ont des liens qui sont des liens temporels. Temporalité. Il y a, d'accord, mais très très longtemps. C'est une localisation dans le temps, c'est pas une localisation dans l'espace. Donc le il y a m'irait bien, mais pas s'il est accompagné de très longtemps. Et ils font des pièges, et ils mettent le feu, et ils s'habillent, ils avancent, et il avait allumé le feu. Le numéro 3, il a un ensuite quelque part. Non, c'est le numéro 4 qui a ensuite. Et l'ours sort. Qu'est-ce qu'a le récit? Il a des personnages. Et là, il y a les hommes singes face au mammouth, les hommes singes face à l'ours. Et puis, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons des événements successifs, puisque c'est chronologique, des événements successifs. Et il fait, et il retourne, et il... Donc, ce que nous font les élèves, c'est un récit. C'est un récit. L'observateur se transforme en narrateur. Il raconte une histoire au passé, localisée, chronologisée, avec des personnages à qui il arrive des aventures, des événements successifs. Donc, pour le dire simplement, si je juge de ce texte en soi, si on me donne que ce texte-là, ou celui-là, indépendamment les uns des autres, et qu'on me dit « Qu'est-ce que tu penses de ce texte ?» Moi, je répondrai « Ce sont des bons récits. » Ce sont des bons récits. On pourrait chipoter sur l'écriture, mais ce sont des bons récits. Maintenant, si je replace ça en termes de description, ce sont des mauvaises descriptions. Ce sont des mauvaises descriptions. Alors, comment expliquer que ce sont des mauvaises descriptions? Eh bien, je vais vous donner un certain nombre de réponses et puis vous allez m'en trouver quelques autres. La première réponse qui est que ce sont des mauvaises descriptions, c'est que c'est la séance 1. Voilà, c'est la séance 1. On ne peut pas avoir le contenu avant d'avoir construit. C'est le dispositif que veut l'enseignant. L'enseignant, il veut un premier jet. Là, il a un premier jet. Mais si le jet était parfait des premiers, on n'en ferait pas de deuxième.
Voilà. Donc, c'est un premier jet. Il dit aux élèves, écrivez. Les élèves, ils écrivent. Et ils écrivent ce qu'ils savent faire. Ils écrivent ce qu'ils savent faire. Ils savent faire un récit. Ils écrivent un récit. Donc, explication de pourquoi l'enseignant loupe sa cible sur ce coup-là, parce que c'est la séance du début. Et puis qu'il en aura encore 3-4 pour rectifier le tir. Deuxième explication, je l'avais déjà donnée, j'ai effacé, c'est qu'il n'y a aucune aide sur la description. Il n'y a aucune aide sur la description. Mais il y a encore 3 éléments qui font que l'enseignant loupe sa cible. 3. Il y en avait déjà 2, première séance. Deuxième séance, je vous donne la parole. C'était la première séance. Il n'y a pas d'aide à la description, plus encore 3 autres fautes de conception de sa séance. Maxime. Il y a très très longtemps au début. L'amorce est mauvaise. L'amorce, c'est une amorce de récit. Il y a bien longtemps, dans une forêt lointaine, vivait une sorcière. Il y a bien longtemps, vivait. Eh ben, à partir de là, on part sur, sur du récit. C'est une amorce du récit. C'est une amorce où il y a bien une spatialisation, mais il y a une spatialisation spatio-temporelle, il y a très longtemps. Donc, il était une fois dans une forêt lointaine, il y a très longtemps, c'était la préhistoire. L'amorce est mauvaise. L'amorce est mauvaise. On peut mettre au présent. Alors, on pourrait la mettre au présent, on pourrait. Enfin, c'est difficile, en commençant par il y a très longtemps, de tomber sur du présent par la suite, effectivement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une amorce de description? Eh bien, c'est l'observateur. Au centre, il y a. Au centre, il y a. Donc, sa première raison, trouvée par votre camarade, effectivement, il y a un problème qui est un problème d'amorce. Deuxième problème. Quel peut-il être, le deuxième problème? Ben, le problème, puisqu'on parle de mise en œuvre, elle se trouve dans les éléments mis en œuvre. Le deuxième problème, c'est la consigne. Si l'amorce est mauvaise, la consigne est mauvaise. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la consigne? Elle nous dit quelque chose de très particulier. Elle nous dit raconte. Elle ne nous dit pas d'écrit. Raconter, c'est faire un récit. C'est faire une histoire. Écrivez, elle est là la consigne. Écrivez un texte qui raconte comment étaient les hommes préhistoriques et comment ils vivaient. D'abord, elle est à l'imparfait, donc on ne peut pas tomber sur du présent, ça c'est une affaire. Et puis ensuite, le verbe raconter, il nous demande un récit. Écrit une description, ça c'est une consigne de description. Écrit un texte argumentatif, ça c'est qui explique, ça c'est une consigne de texte explicatif. Écrit un texte injonctif qui, ça c'est une consigne de ce que nous allons voir dans un quart d'heure. Le texte injonctif. Donc, à partir du moment où on a un mauvais début, une mauvaise amorce, on a une absence d'aide, on a une mauvaise consigne, on tombe évidemment sur des difficultés des élèves. Et puis, il y a un cinquième problème. Et ce cinquième problème, il est lié au dispositif pédagogique. Au dispositif pédagogique. Alors, qu'est-ce que c'est que le dispositif pédagogique? C'est d'avoir proposé aux élèves de faire une observation diapositive. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans mon observation diapositive? Oui, je dis, si vous voulez faire une description, partez d'une image. Et puis là, je dis, mais ça ne va pas. Ça ne va pas, cette image. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Et de réfléchir. Autre manière de formuler la question. S'il y a plusieurs images, c'est plus un récit. Eh bien, voilà, Sim.
Vous réveillez vous autres, je cherche quelque chose sur YouTube. Effectivement, une description, c'est un état figé. Je peux vous dire, décrivez-moi. Mais si je vous dis, voilà une photo de classe, décrivez-nous, bah, déjà, il y aura une question, c'est je vous prends massivement, collectivement ou individuellement. Si je vous dis décrivez la Joconde, c'est un objet fixe, unique. Si je vous dis décrivez A plus B plus C plus éventuellement D, si vous avez le village des hommes préhistoriques, la chasse à l'ours, la chasse au mammouth et le feu dans le volcan, l'élève, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire ce qu'ils font là, c'est-à-dire gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna. C'est-à-dire il va prendre les éléments successivement, ne pas décrire, ne pas faire l'inventaire de l'image, mais faire une succession d'observations dans des images successives. Il vivait dans la hutte, et il chassait l'ours, et le mammouth avait les pattes coupées en deux, et puis ils allaient chercher du feu dans le volcan. Et puis. Ça porte un nom. Ça porte un nom scientifique, ce principe-là, le fait de faire du lien entre des objets fixes, on appelle ça l'effet Koulitchev. Koulitchev, K-O-U en français, L-E-C-H-O-V. Alors, ne vous inquiétez pas, Koulitchev, personne ne le connaît hors de ceux qui en ont besoin comme nous. Koulitchev. C'est un cinéaste russe des années 30. Alors par contre, vous en connaissez peut-être des cinéastes russes des années 30. Se motive les neurones, on cherche qu'est-ce qu'on peut connaître comme cinéaste russe post-révolutionnaire, révolutionnaire. Le cuirassé Potemkin, la ligne rouge, Alexandre Nevsky. Rien du tout. Bon, cinéaste muet, effectivement, le cuirassé Potemkin. Ah, ça c'est le plus célèbre. Eisenstein. Eisenstein, c'est le plus connu des cinéastes russes des années 20-30, des années révolutionnaires. Il a fait tout un ensemble de films qui exaltent la révolution de 1917 et qui la présentent un mouvement populaire massif. Le peuple s'est débarrassé de la tyrannie, le cuirassé Potemkin, la ligne rouge, bon, quelque chose. Mais il y en a d'autres des cinéastes. Il y en a d'autres. Il y en a un que peut-être vous connaissez, c'est, enfin, si vous ne connaissiez pas Eisenstein, ça m'aiderait que vous connaissiez les autres, c'est Medvedkin. Medvedkin. Eisenstein, c'est écrit comme ça. Stein, Medvedkin. M-E-D-V-E-D-K-I-N. Pourquoi? Parce qu'il a fait des films sur Sochaux. C'est une petite ville à côté de Sochaux. Et donc, il a fait des films sur l'usine de voitures. C'est ses derniers films dans les années 70. Medvedkin et Koulitchev, ils ont compris que, et le pouvoir soviétique en général, ils ont compris que l'image avait une valeur de conscientisation. Vous êtes paysan russe, plus ou moins lettré, plus ou moins illettré, dans une campagne quelconque de la Russie. Vous faites le même travail depuis toujours, depuis des générations peut-être, de la même façon. Et puis, vous n'avez pas conscience de l'état dans lequel vous vivez. Vous n'avez pas conscience du monde dans lequel vous vivez. Vous n'avez pas conscience de la réalité de votre quotidien, puisque c'est votre quotidien depuis toujours. Et Medvedkin et Koulitchev sont partis à travers les campagnes russes, les villes russes, les usines russes, et ils ont filmé les travailleurs. Et après, ils leur ont projeté le film. Ils leur ont projeté le film, ce qui avait comme objectif
de les distancier vis-à-vis de leur vie quotidienne, de leur faire observer de l'extérieur leur vie quotidienne, et donc de prendre conscience, en l'occurrence, de l'état d'asservissement dans lequel ils étaient vis-à-vis du monde du travail, du monde social dans lequel ils vivaient. Donc Medvedkin et Kuleshov ont traversé toute la Russie et ont laissé des centaines de films qui sont ce que faisaient dans les tout débuts du cinéma les frères Lumière. Vous savez, les frères Lumière, on a des centaines et des centaines de films des frères Lumière, mais ils n'ont pas compris véritablement l'aspect fictionnel du cinéma. Ils ont fait des œuvres de fiction. Mais leur grand objectif, c'était de montrer que le cinéma pouvait capter le réel. Donc, ils ont filmé, comme premier exemple, c'est une question d'ailleurs, c'est quoi le premier film de l'humanité? Quel est le premier film des Frères Lumière? L'arrivée du train dans la gare de la Ciotat. Ils ont placé leur caméra sur le quai de la gare à Marseille, et puis le train est arrivé. C'est un film qui a fait extrêmement peur à ceux qui l'ont vu pour la première fois. On a des témoignages là-dessus, quand pour la première fois dans un théâtre, les gens étaient assis comme vous, somnolents comme vous, dans leur théâtre, et puis d'un seul coup, un écran blanc, et surgit de l'écran un train qui arrive à pleine vitesse. Les gens se sont levés et ont pris la fuite. Parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il y avait un objet qui pouvait reproduire le réel, mais finalement de manière distanciée et fictive, séparée. Donc les gens, pris de panique, se sont enfuis. Je vous montrerai tout à l'heure l'arrivée du train dans la Ciotat, dans la gare de la Ciotat. Il y a donc, par le cinéma, une tentative de conscientisation du sort des peuples. Medvedkin et Kuleshov. Et pourquoi je dis que Medvedkin il est un peu plus connu que les autres en France? Parce qu'il a fini sa carrière en France et il est allé, dans les années 73, il est allé filmer l'usine de voitures de Sochaux. C'est une grande usine de voitures qui avait beaucoup d'ouvriers à cette époque-là. Et il a, avec un cinéaste qui par la suite était à ses débuts, mais est devenu un des grands cinéastes français, qui s'appelle Chris Marker. Alors, je ne sais peut-être pas, Chris Marker. Vous irez sur YouTube, cherchez voir son film peut-être le plus connu, qui s'appelle La Jetée. La Jetée, c'est bord de mer, La Jetée. Chris Marker. Et donc, Chris Marker et Medvedkin ont fait des films sur ce show qui avait cet objectif de faire prendre conscience, après 1968, aux ouvriers de la situation dans laquelle ils travaillaient et ils vivaient. Ils sont disponibles, ces films, c'est un petit coffret qui s'appelle Medvedkin, dans lequel il y a les films faits sur ce show en particulier. Et puis, il y a Kuleshov dans le lot. Kuleshov, il a compris que l'esprit humain fabriquait des liaisons. L'esprit humain fabriquait des liaisons, que quand on présente un objet A et un objet B, l'esprit fabriquait l'interaction entre l'objet A et l'objet B. Alors, vous allez me dire, c'est le principe du roman policier, donc il ne l'a pas inventé. Oui, quand vous trouvez un cadavre là, et puis un mégot de cigarette ici, eh bien, l'inspecteur, il vous dira, celui qui a tué le cadavre ici, c'est celui qui fumait le mégot de cigarette là. Oui, bon, c'est le principe du roman policier que de relier les objets les uns avec les autres. Mais c'est d'autant plus valable pour les images. Vous avez une image fixe, vous fabriquez la description d'image fixe. La Joconde, elle est assise, elle regarde le peintre, elle sourit. Mais quand vous avez deux images, même si elles n'ont rien à voir du tout, vous allez fabriquer implicitement la relation qui peut les unir. Il a donc fait des essais, Medvedkin, je vais vous en montrer un de ces essais, dans un instant. Il a filmé indépendamment et à des périodes différentes, il a filmé un homme en gros plan, en lui disant sois le plus impassible possible. Et il a fait un film qui dure une petite minute. Il a ensuite filmé une femme, et il lui a dit voilà, marche. Et après, il a fait un montage. Il a pris le visage
la femme, le visage. Il a fait un montage d'alternance de ces deux films. Et il a demandé au spectateur à quoi pense l'homme. Et tout le monde lui a dit, c'est un pervers, regardez avec quelle envie il regarde cette pauvre femme, il va lui sauter dessus, attention, voilà. Bon. Les spectateurs, ils ont créé la liaison. Et il a fait pareil avec de la nourriture, avec une vasque de fruits, visage, le même visage, des fruits, le visage. Oh, le pauvre, regardez comme il a faim, regardez comme il observe avec tristesse cette nourriture qu'il n'a pas. Et pourtant, c'était le même visage, filmé dans des circonstances indépendantes. Mais l'esprit humain, il fait des liaisons. Il fait des liaisons. C'est un principe cinématographique maintenant extrêmement banal que de faire des coupes franches. Vous savez qu'au cinéma, il y a plusieurs types de transitions entre les séquences, pardon. Vous pouvez avoir un fondu enchaîné, par exemple, c'est-à-dire qu'on passe de l'image 1 à l'image 2 progressivement, ou on peut faire une coupe extrêmement violente, franche. Je vous en donne deux exemples. Et donc, ça produit en général un effet très fort. Je vais vous donner deux exemples. Il y a un film de Francis Ford Coppola qui s'appelle Dracula. Je donne des exemples sur mon champ de recherche. Vous savez que j'écris des livres sur les vampires. Donc, sur mon champ de recherche, qui s'appelle Dracula. Et dans Dracula, à un moment donné, il y a une vampire qui est tuée par le chasseur de vampires qui s'appelle Van Helsing. Et Coppola fait un mélange, c'est un grand chef-d'œuvre, hein, ce film-là. Ce sont les meilleurs films sur les vampires, il est d'un esthétisme absolu. 1993, ça se trouve par-ci, par-là. Il fait un montage extrêmement bizarre où on a, enfin bizarre, qui fait un effet très important, où on a une scène où le chasseur de vampires tue comme ça la vampire et puis lui coupe la tête, et sans transition, deuxième image où il est en train de couper un énorme gigot tout saignant pour manger le dimanche. Et donc, entre la tête qui vole et le gigot qu'il est en train de manger, il y a un effet de télescopage extrêmement important qui provoque une surprise, qui provoque le rire ou qui provoque. Un autre exemple, un film de Piala qui s'appelle Van Gogh. Nous avons le personnage principal, Van Gogh, qui dit « Moi, je suis responsable, j'assume mes problèmes », et sans transition, on le voit dans sa chambre, en train de se placer un pistolet sur la tempe, comme s'il allait se suicider. Donc, j'assume, et il suicide. Le montage brutal fait qu'il y a contradiction entre j'assume et je mets fin à mes jours, donc ça fait un effet de surprise, ça fait un effet de déréalisation d'une scène par rapport à l'autre. Donc l'effet Kuleshov, c'est quoi? C'est le fait que l'esprit humain, il fabrique de la liaison. Et quand vous prenez deux diapositives, deux images avec des élèves, eh bien les élèves vont faire la transition. Regardez, on va prendre un exemple tout simple. Ici, nous avons, c'est vous qui les avez fait ces tableaux ou c'est l'année passée encore qui on change pas, oui, c'est vous. Bon. Alors, je ne sais pas qui a fait quoi, mais si vous me mettez cette image-là, et qu'en deuxième, vous mettez celle-là, et qu'en troisième, vous mettez celle-là, n'importe qui me dira que c'est une série d'images sur les saisons. Les arbres sont verts, les arbres sont jaunes, les arbres sont marrons. C'est les saisons. C'est printemps, automne, fin d'automne. Et même si c'est les trois qui ont fabriqué cela, même si vous ne vous êtes pas concerné, même si vous ne vous êtes jamais vu, même si n'importe qui dans l'esprit humain dira c'est du printemps à l'hiver. Et si vous mettez dans l'autre sens, on dira eh bien c'est de l'hiver au printemps. On va fabriquer le sens qui unirait ces images-là. Alors, l'effet Kuleshov, je suis sur YouTube. Je vais sortir d'abord de la pub qui va s'engager donc un petit peu. De la soupe. Le bonhomme filmé de manière extrêmement neutre, indépendamment de toute. Et donc tout le monde dit oh, le pauvre homme, comme il a faim.
Une morte, moi je vous ai dit une belle femme qui marche dans la rue, bon ben il y a des variations, une morte, pauvre homme, il est en deuil, quelle tristesse d'avoir perdu sa femme. Rose lascive sur un canapé, oh le gros dégueulasse. Et vous voyez que c'est toujours le même homme. Mais simplement, il y a une variation de la représentation de celui qui parle. Entrée du train à la Ciotat, ça, si vous ne l'avez jamais vu. Et là, le public a cru que le train lui arrivait véritablement dessus. Nous avons quelques grands faits divers au début du XXe siècle où des locomotives à vapeur n'arrivaient pas à s'arrêter et puis traverser les murs de la gare, elles se retrouvent écrasées dans les rues. Donc les gens dans le théâtre se sont dit qu'ils étaient en face d'un train qui leur fonçait dessus, qui avait percé les murs d'une gare hypothétique derrière. 1895, donc c'est la première fois que on filme avec ce moyen révolutionnaire et technologique lié au cinéma. Je vous ai parlé lors de mes cours du fait que la photographie avait véritablement perturbé la conception qu'on pouvait se faire de la peinture. La peinture était figurative. Après la photographie, eh bien, elle est devenue autre chose que figurative. Il est évident que le cinéma a perturbé, lui, la photographie et surtout le théâtre. Nous avons donc un effet coulé de choc qui se produit ici et qui fait que les élèves sont invités par les dispositifs pédagogiques à fabriquer de la liaison, fabriquer de la transition entre les images. Ce qui, si on reprend donc les problèmes de cette anticipation de l'enseignant, en première approche, je vous avais dit qu'il avait fait le job. Il avait fait tout à fait ce qu'on attendait de lui. Il avait proposé une articulation de séquences, il avait proposé une mise en scène pédagogique, il a proposé des aides aux élèves, il a proposé un travail d'écriture en premier jet pour initier une séquence nouvelle. Il a fait tout à fait le boulot. Sauf qu'au problème, le problème, c'est qu'il n'a pas du tout anticipé ce qu'était le mécanisme intellectuel d'un élève. Il n'a pas du tout anticipé l'intelligence de l'élève, en quelque sorte. Il n'a pas anticipé les capacités d'écriture et de réflexion de l'élève. Il s'est dit, vu cela, j'obtiendrai ceci, et non, non. Parce que le matériel mis à disposition n'est pas conforme au dispositif attendu. Il aurait fallu une seule diapositive. La consigne est mauvaise, l'amorce est mauvaise, il n'y a pas d'aide à l'écriture du texte attendu, donc l'élève produit un bon texte, mais un bon texte qui loupe sa cible. Il produit des risques. Si vous tombez sur un texte comme ça à l'écrit, à l'oral, pardon, un ensemble documentaire de ce type-là, que faut-il faire? Eh bien, il faut que vous projetiez dans un temps 1 dans la posture de l'enseignant comme nous l'avons fait nous. Demandiez ce que l'enseignant a réalisé, comment il a pensé son articulation, comment il a pensé ses objectifs, son matériel, sa consigne, son amorce, ses aides, ce que j'ai effacé, les aides donc qu'il avait anticipées, et puis que vous estimiez ce qui vous semble manquer dans les aides. Ensuite, il faut regarder, deuxième temps, la production des élèves. Cette production des élèves, il faut la juger au regard de l'attente et tenter d'expliquer. Ici, au regard de l'attente, on a loupé sa cible. Au regard de l'attente, on a loupé sa cible. Et il faut donc essayer de réfléchir aux raisons de ce loupage, cet échec. Qu'est-ce qui, dans le dispositif, provoque l'échec? Eh bien, on le voit ici, c'est à peu près tout.
C'est à peu près tout. Et c'est surtout de mauvaise construction pédagogique. Alors, ne vous jetez pas la pierre si vous, vos cours, les cours que vous faites, ils ratent. Hein. Les cours ratés, moi, je n'en ai fait plus que dans ma carrière que vous n'allez en faire cette année, tous cumulés. Voilà, les cours ratés, il y en a partout. On rate sa cible. Mais il faut savoir pourquoi. Et c'est cela, en fait, la vraie compétence de l'enseignant. L'enseignant, il anticipe, il rate, mais il sait pourquoi. Alors que celui qui n'a pas la compétence de l'enseignant, il prépare, il rate, et il recommence à rater successivement parce que finalement, il n'arrive pas à estimer dans tout le dispositif qu'il a mis en œuvre ce qui relèverait de l'échec. Dernier point que vous feriez à l'oral, c'est expliquer ce que vous modifieriez. Pour que mon élève réussisse, je lui ferai une petite aide au contenu. Contenu, ce n'est pas des hommes singes. Au vocabulaire, ça visiblement les élèves l'avaient, mais une petite aide au contenu. Je leur donnerai une idée, un modèle, une information sur ce qu'est une description. Pour qu'ils aient un cadre à peu près global. On va travailler ça pendant une séquence, donc ils n'ont pas tout, mais je leur donnerai au moins une idée de ce qu'on attend, un modèle de ce qu'on attend. Je leur donnerai une diapo. Je leur ferai une consigne au centre de l'image, on voit. Pardon, ça c'est l'amorce. L'amorce au centre de l'image, on voit. Pourquoi? Parce qu'il y a le on, il y a le présent, et il y a le lien de spatialisation au centre. Avec ça, l'élève un peu futé, il va continuer les on voit, on observe, on regarde des présents, et il va continuer des en haut, à droite, à gauche, à droite, à droite. Donc l'amorce au centre, on voit. La consigne, écrivez une description qui présente comment sont sur cette image. Écrivez une description qui présente comment sont sur cette image les hommes préhistoriques. Et donc là, on a bien du langage en situation. Je regarde un objet fixe. Et puis ça devrait rouler. Ça devrait rouler comme ça si on modifie ces éléments-là. Donc, que garder? Garder cette idée qu'il y a une réussite des élèves qui est conditionnée par la pertinence du dispositif mis en place. Si vous avez des copies comme ça d'élèves à commenter, est-ce que vous voyez bien ce qu'il faut faire? Se mettre à la place de l'anticipation de l'enseignant, regarder si le produit a fonctionné, expliquer pourquoi le dispositif n'a pas fonctionné. Et c'est toujours pour les mêmes raisons. C'est les connaissances, la cohérence, consigne, amorce, dispositif. Dispositif, c'est le matériel. Amorce et consigne, c'est ce qui ne va pas ici. Est-ce que vous avez des questions sur ce document? Est-ce que nous l'abandonnons là où il est et nous en prenons un autre? Pas de remarques. Alors, dans la même série, autre type de production, autre type de réalisation. Donc, je vous distribue un nouveau camarade, un nouveau document. On va parler simplement.
Non, pardon. Donc, je vous aide par un certain nombre d'interrogations qui peuvent vous être posées en termes de concours. Commenter la consigne, analyser la situation d'enseignement, proposer une fiche de préparation correspondant à ce document, localiser dans une séquence, se demander ensuite lequel de ces trois textes est le plus proche du type attendu et pourquoi, les classer du meilleur au moins bon et les juger. On a vu la correction la semaine dernière, eh bien, on va essayer de donner une interprétation, un commentaire à l'élève qui l'aiderait à progresser. Et puis, autre question qui pourrait vous être posée, sur lequel je n'ai pas du tout travaillé pour l'instant, c'est l'éternelle correction de la cohésion. Correction de la cohésion. Vous vous rappelez de Nina Katash, les morphèmes, ils sont lexicaux, ils sont grammaticaux, il y a des problèmes d'idéogramme, des signes de ponctuation. Vous vous rappelez encore du classement plus traditionnel, d'un côté, ce qui relève de la syntaxe, de l'autre, ce qui relève de la morphologie. Bon, si on vous demande cela, ben, il faut être capable de proposer une correction. Donc, on le fera une autre fois. Puisqu'on vous demande de corriger, il faut que vous appliquiez ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire des grilles de correction qui soient, enfin des typographies de correction qui soient repérables. Quand on souligne, c'est quelque chose, quand on raye, c'est quelque chose d'autre, quand on entoure, c'est une autre signification. Alors, je regarde tout d'abord ces documents. Préparation de la pâte à sel pour réaliser un cadeau de fête des mères, école rurale, classe de C2. Je n'ai que ça comme localisation, mais elle est très porteuse de sens. Ce qui porte du sens le plus important, c'est CE2, en première approche, CE2. Quoi? Bah, comprenez bien que c'est une relation entre les capacités des élèves et leur âge. C'est une relation que je devrais faire entre les capacités des élèves et les programmes scolaires. Ils sont en CE2, donc ils ont fait CE1, CP, maternelle, et ils n'ont pas fait CM1, CM2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc tout ce qui relève du programme du cycle 3, ils ne l'ont pas vu. On est en cycle 2. Où est-ce qu'on est en cycle 2? Alors là, esprit critique, crépage de neurones, essayez de motiver tout ce que vous avez dans la tête. Là, j'ai une indication très précise sur quel mois c'est. Alors pourquoi? Exact, votre camarade a l'esprit effectivement critique. Nous avons une indication. Pour Halloween, nous avons fait Halloween 1er novembre. Donc nous sommes en tout début de CE2. Pour Noël, nous avons fait nous sommes en décembre. Et là, nous avons pour la fête des mères, la fête des mères, c'est la fin de l'année. Voilà, c'est la fin de l'année. Et conséquence de quoi nous sommes sur du pré-cycle 3. CP, début de cycle 2, CE2, cycle 2, mais juin de cycle 2, avril-mai de cycle 2, ça dépend quand on la fête des mères, mais bon, grosso modo, c'est la fin de l'année. Les élèves, ils ont acquis le cycle 2. On est dans des élèves qui doivent nous maîtriser la totalité du programme du cycle 2, parce qu'ils sont en fin de cycle 2. Et il faut avoir l'esprit organisé. Il faut avoir l'esprit d'un enseignant qui observe une classe dans laquelle il vient d'être nommé. Vous êtes nommé dans telle classe, donc vous supposez qu'il faudra revenir sur ce qui a été fait avant, mais en tout cas, le gros du travail d'avant a été fait avant. Là, nous sommes en fin de CE2, donc nous sommes en fin de cycle 2, donc nous sommes avec des acquis qui sont le cycle 1 et le cycle 2. L'écriture, elle devra donc être plus sophistiquée que si on était en début de CE2. Ensuite,
Ensuite, nous avons d'autres termes qui sont très porteurs de sens. Nous avons rural. Rural. École rurale. Alors, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence rurale sur l'enseignement? Ça peut avoir des conséquences éventuellement sur les doubles niveaux. C'est un peu, c'est pas véritablement vrai tout le temps, mais plus l'école est petite, plus vous avez plusieurs niveaux dans votre classe. Plus vous êtes dans un centre urbain, plus il y a d'élèves dans l'école théoriquement, plus vous pouvez avoir un CE2. Mais vous pourriez avoir aussi un CE1, CE2 ou un CE2, CM1. Quand on change de cycle, c'est un peu compliqué d'avoir deux cycles dans la même classe. Mais bon. On a par exemple des cas, grande section CP. Grande section CP, ce n'est pas faisable. Je vous le dis de la manière la plus claire. Enfin, on le fait. L'institution nous demande. On le fait. Mais on est dans une organisation spatiale de la classe de maternelle qui est complètement différente de celle du CP. Donc, c'est compliqué. Et puis, on a un besoin des élèves de maternelle, c'est de jouer. Le grande section, il joue. Voilà, il faut qu'il joue. Il faut qu'il manipule. Il faut qu'il se déplace. Il faut. Le CP, lui, au contraire, il faut qu'il concentre son attention. Donc, cette articulation grande section CP, c'est véritablement une articulation extrêmement difficile. Bon, donc le fait qu'on soit dans une école rurale, ça peut avoir une incidence sur la composition de la classe. On peut avoir des indications que nous avons des élèves visiblement de niveaux différents, donc des résultats qui soient beaucoup plus éclatés que dans une classe où il n'y a évidemment qu'un seul niveau. Quelles conséquences ça peut avoir encore le fait que ce soit une école rurale? Eh bien, une proximité avec la ruralité. Qu'est-ce que j'appelle la ruralité? Tout ce qui relève des sciences et des SVT. Il y a quand même une plus grande facilité de ramener des feuilles de l'extérieur quand on habite dans une école entourée d'arbres, dans un village. Il y a une plus grande facilité de manipuler tous les objets des sciences de la vie et de la terre quand nous sommes dans un village où chacun a une maison, que ici aux résidences où chacun habite dans un appartement les uns au-dessus des autres. La ville a ses avantages, c'est tout ce qui sera le monde, la connaissance du monde urbain, et la campagne, il y a des avantages, c'est tout ce qui relèvera de la connaissance du monde rural. Attention, ce n'est pas parce qu'ils habitent à la campagne qu'ils ont nécessairement des cochons chez eux et puis qu'ils élèvent des poules, hein, mais vous voyez, ne caricaturons pas mon discours. Enfin, il y a quand même un accès un peu plus simple à la nature dans certains sujets. En l'occurrence, ce n'est pas Tassel. Alors, est-ce que l'urbain est plus porté sur la pâte à sel que le rural? Bon, non. Matériel scolaire identique, donc ça n'aura pas d'incidence en apparence. Peut-être qu'on en trouvera, mais en apparence, pas d'incidence. Et à partir de là, préparation de la pâte à sel pour réaliser un cadeau pour la fête des mères, je peux supposer, si je me limite à cette phrase-là, je suis dans une séquence de quoi? D'art plastique. D'art plastique. Voilà, d'art plastique, avec une finalité très précise, c'est un cadeau de la fête des mères. Je fabrique des citrouilles pour Halloween, des déguisements pour Halloween, je fabrique des Pères Noël pour Noël, je fabrique, en l'occurrence, une séquence d'art plastique qui ne fabrique pas des dessins comme nous avons ici, mais qui fabrique un objet. Un objet à destination de la mère des élèves pour fabriquer donc un objet cadeau. Et puis j'ai la consigne. Je vais préparer la pâte à sel, puis vous en écrirez la recette. Et une seconde consigne qui n'est pas entre guillemets, faites attention à la présentation. Faites attention à la présentation. Ces deux phrases de consigne m'amènent tout un ensemble de réflexions.
Tout d'abord, on va transformer ce que je viens de vous dire sur l'aide à l'écriture. Je vous ai dit dans ma description antérieure, la consigne est vague. Faites-moi un texte. Ici, on a cela. Faites attention. Faites attention. Faites attention à la présentation. Pourquoi est-ce que j'ai une consigne vague? Eh bien, il y a 3 modalités. C'est une erreur de l'enseignant. Modalité numéro 2, c'est la première séance. Modalité numéro 3, c'est la dernière séance. Quand je vous dis fabriquez-moi un récit et que je ne donne aucun critère, c'est parce que je sais que vous avez acquis tous les critères. Donc, je suis en 1, j'en suis en dernier. Ça, il faut... Ou alors, c'est une faute de ma part. Si c'est une faute, il faudra que je la corrige. Comment je saurai si c'est la première ou la dernière? Eh bien, je regarderai les productions d'élèves. Si la production d'élèves est conforme à l'attente, c'est que c'est la dernière. Si elle n'est pas conforme, c'est que c'est la première. Si c'est la dernière, c'est qu'ils ont tout acquis. Donc, première remarque, la consigne, faites attention à la présentation, m'indique une localisation dans la séquence. Maintenant, il y a une autre consigne qui est, je vais préparer la pâte à sel, puis vous en écrirez la recette. Quelle réflexion vous pourriez me faire sur cette consigne? Rappelez-vous que je m'interroge sur comment c'est l'articulation des séquences. Articulation des séquences. On attend quoi comme résultat des élèves? Si je vous dis fabriquer un cadeau pour votre mère, vous attendez quoi comme résultat? Une merde en pâte à sel, un produit esthétique, fin, tout à fait agréable, qu'on mettra sur l'étagère, qu'on conservera pieusement. La petite main dans la pâte à sel avec les petits doigts. Moi, j'ai ça chez moi. J'ai ça. Un petit figurine peinte. Voilà. Hein. Regardez, je ne sais pas qui m'a mis ça ici, mais c'est tout à fait de bon goût. Parce que c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Si on veut une séance, pardon, une séquence de fabrication d'art plastique, de fabrication d'un cadeau, je tiens ça. Alors, question, est-ce que c'est ce qu'ont fait les élèves dans cette séance? Non, sinon vous auriez des photos. Des photos. Et on vous dirait, alors, vous diriez, ouais, dis donc, celui qui va offrir ça à sa mère. Non, vous obtenez un texte. Donc, il faut se demander dans quelle séquence on est. D'où cette idée qu'on est en fait sur un croisement. On est sur un croisement, mais un croisement de quoi? On est sur un croisement d'une séquence d'écriture avec une séquence d'art plastique. Et comment elle se déroule, cette séquence? Eh bien, elle se déroule, cette articulation, sur ce modèle-là. Sur ce modèle-là. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que c'est ce modèle-là? Ici, vous avez une séquence d'écriture d'une recette. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une recette en termes de texte? On va y réfléchir. Vous en avez eu une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, et là, on est dans la 5e ou 6e. On est dans la séance bilan. On est dans la dernière séance de l'écriture. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que les textes seront réussis. Du point de vue de la cohérence, les textes fonctionnent, enfin, pas tous, enfin, grosso modo, ils fonctionneront.
Et cette séquence, elle s'articule avec une autre. C'est la 1, d'une 2, d'une 3, d'une 4. Et pourquoi je dis que c'est la 1? Ben, si vous voulez fabriquer ceci en pâte à sel, la première étape, c'est d'avoir de la pâte à sel. Première étape, je fais de la pâte à sel. Deuxième étape, je modèle la pâte à sel. Troisième étape, je peins la pâte à sel. Quatrième étape, je fais le mot qui va avec. Ma chère maman, je t'aime d'amour. Voilà, vous faites quelque chose de ce type-là. Donc, ici, vous voyez, ici, enfin, non, je vais respecter les couleurs. Ici, enfin, vous avez un texte. Parce que c'est une séquence d'écriture. Et ici, enfin, vous avez un objet. Vous avez un objet. Et ce que nous avons ici sous les yeux, ce n'est pas l'objet. Ce n'est même pas l'étape, j'écris la carte. Ce n'est même pas l'étape, je peins la pâte à sel. Ce n'est même pas l'étape, je sculpte la pâte à sel. C'est l'étape, je regarde comment elle se fabrique. Je regarde comment elle se fabrique. Relisons la consigne, elle est extrêmement claire. Moi, enseignant, je vais préparer la pâte à sel, puis vous en écrirez la recette. Qui est-ce qui va mettre les mains dans la farine? Ce n'est pas les élèves, c'est l'enseignante. Et donc là, j'imagine le dispositif, il est assez clair. Moi, je suis ici au bureau, et vous, vous êtes tout autour de moi. Et je vais vous dire, regardez bien comment ça se fait. Et ce regardez bien comment ça se fait, il aura un intérêt en séance 2, parce que vous allez faire la pâte à sel et la sculpter. En 3, ben, vous la peinerez, et puis en 4, on verra ce qu'on en fera. Mais là, nous sommes dans la séance 1. Regardez, je vais vous fabriquer la matière première. Regardez comment ça se fait. Et parallèlement, on est dans le bilan de la séance d'écriture. Vous savez ce que c'est qu'un texte injonctif. Vous allez vous fabriquer un texte injonctif. Nous sommes sur le texte injonctif. Vous vous rappelez que l'injonction, c'est une modalité de texte, de phrase. 3 types de phrases. La phrase, elle est déclarative. Je vais au marché. Elle est interrogative. Vas-tu au marché? Ou elle est injonctive, tu iras au marché. Un ordre. Ça, c'est les types de phrases. Et il y a un type de texte qui va avec, c'est le texte injonctif. Ce texte injonctif, c'est celui qui donne des ordres. Et nous avons une séquence sur le texte injonctif qui obtient l'écriture d'une recette de cuisine. L'écriture d'une recette de cuisine, c'est un modèle de texte injonctif. On est donc sur une séquence d'écriture qui se termine et qui initie la séquence de fabrication d'objets en art visuel, en art plastique. Vous voyez comme l'esprit tortueux de M. Montaclair, de 3 phrases, on tire tout un ensemble de conséquences. Et c'est ça qu'il faut que vous acquériez, c'est l'esprit tortueux, c'est cette habitude à manipuler. Préparation de la pâte à sel pour réaliser un cadeau de fête des mères. On est en fin d'année de CE2 et on a un objet comme finalité. Regardez, je vais faire la pâte à sel. Ah, c'est l'enseignante qui fait. Si elle leur montre, c'est qu'ils n'ont encore pas fait. Donc, c'est que dans la réalisation de l'objet, ils en sont aux prémices. Ils en sont au degré 0 de la préparation de l'objet. Donc, c'est la science. Et puis, écrivez-moi une recette, sans autre consigne. La recette, quand je la lirai, elle sera bonne. Conséquence de quoi? C'est la fin d'une séance d'écoute. Voilà, les mécanismes mentaux qui sont les miens. Commenter la consigne, analyser la situation d'enseignement. Situation d'enseignement. J'ai un bureau quelque part avec l'enseignante et tous les élèves. Ils sont autour de moi. Ça, c'est l'étape 1. Les élèves autour de moi qui regardent, mettent les mains dans la farine. Et j'ai une étape 2. Les élèves ont gagné leur place et ils écrivent sur leur pupitre leur recette. De même que j'avais 20 minutes d'écriture de la description, je dois avoir 20 minutes. Il y a une étape 1, il y a une étape 2, ils écrivent et je ramasse tout à la fin.
Et ce serait une profonde erreur de croire que les élèves, ils ont de la farine partout. Ils ont manipulé le truc, pas du tout. Pas mis les mains dans la farine, c'est la prof seulement qui a fait. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. On reprendra ça lors de notre prochaine séance. Si vous avez le temps, vous lirez les recettes de cuisine que nous avons en jeu ici.